Comme chaque jeudi, nous allons analyser la question de la semaine. Égypte, quel exemple pour l'Afrique? Cette question a suscité beaucoup de réponses sur notre page Facebook. Pour en parler, Hélène Salon, journaliste au quotidien Le Monde, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons sélectionné certaines réponses et on va tenter de les décortiquer, de les décrypter avec vous. La première, ce qui ressort de toutes ces réponses sur notre page Facebook, c'est que nombre d'internautes considèrent l'Égypte comme une dictature. Êtes-vous d'accord avec cette vision des choses ? Oui, je pense que c'est difficile de qualifier l'Égypte autrement dès en fait la reprise en main du pouvoir par l'homme fort de l'armée à l'époque et le coup d'État militaire contre le président islamiste Mohamed Morsi. On a eu une répression extrêmement sévère qui a commencé par un massacre d'ailleurs, place Rabah al-Adawiya en août 2013, donc des partisans islamistes du président Morsi. Et cette répression qui a touché les frères musulmans, les sympathisants fréristes, c'est après étendu à toute l'opposition laïque et de gauche, donc les révolutionnaires de 2011. Et s'il y a un processus démocratique, des élections en Égypte, il n'y a plus vraiment d'opposition. Toute l'opposition est réprimée, donc il n'y a plus d'opposition pour avoir des élections libres. Déjà, on l'a vu notamment par la présidentielle où le président Sisi a été réélu. Tous les candidats potentiels qui se sont présentés face à lui ont été soit arrêtés, soit menacés. On l'a vu récemment avec la modification de la Constitution. Et alors la modification de la Constitution a mis dans la Constitution des choses qui, en pratique, instauraient cette dictature, c'est-à-dire déjà on a eu la levée des derniers acquis de la révolution de 2011 qui était la limite des 2 mandats. Donc le président Sisi bénéficie d'une clause exceptionnelle qui lui permet de se représenter en 2024 à un nouveau mandat. Le mandat a été étendu de 6 ans, mais pourquoi pas? Mais c'est plutôt le fait que la limite des 2 mandats est sautée. Et aussi, il a désormais un contrôle accru sur le pouvoir judiciaire. On sait que le Parlement est déjà totalement laminé aux mains du pouvoir. C'est la même chose des médias. Et l'institution judiciaire, maintenant, va être aussi tenue par l'exécutif. Cette question d'Ibrahim Al-Qassa à Tripoli en Libye, il estime qu'une majorité d'Égyptiens soutiennent Sisi parce qu'ils veulent la stabilité et la sécurité. Oui, alors c'est sûr qu'en 2013, beaucoup de gens ont soutenu ce coup d'État, le renversement du président Morsi par l'armée, parce qu'il y a vraiment eu cette peur des islamistes et des frères musulmans, parce qu'il y a aussi eu une dérive autocratique des frères musulmans, des orientations islamistes qui ont fait peur. Donc on a vu même beaucoup de révolutionnaires de 2011 soutenir ce renversement du président Morsi. Donc par peur des frères musulmans, beaucoup ont soutenu le retour au pouvoir de l'armée qui vraiment est aimé par le peuple. Après, le problème, c'est que certains quand même étaient assez contents d'avoir eu des acquis démocratiques, notamment la limite des 2 mandats, parce que de toujours voir les présidents comme Moubarak rester des décennies au pouvoir, bon, les gens, voilà, étaient contents de pouvoir quand même voter réellement. Mais ce soutien du président Sisi commence un peu à s'éroder quand même depuis fin 2016. L'adhésion du peuple est moins prononcée ? Elle est moins prononcée, mais pas pour des raisons de droits de l'homme ou politiques, c'est pour des raisons économiques. Parce que depuis fin 2016, l'Égypte, qui était dans une situation économique catastrophique, notamment à cause de la révolution et des soubresauts révolutionnaires, mais déjà à cause de problèmes structurels de l'économie, la place de la fonction publique qui est énorme et d'autres choses. Depuis fin 2016, avec le prêt du FMI, l'Égypte a dû appliquer des mesures d'austérité qui ont créé une inflation énorme et créer des problèmes économiques pour la population. Jerry Ronald Silutoni à Kinshasa en RDC. Pour lui, l'Égypte a la culture des pouvoirs forts incarnés par des hommes forts. Il n'a jamais été un modèle de démocratie. Oui, c'est vrai. En fait, le régime actuel qu'on observe avec le président Sisi, c'est la poursuite de ce qui existe en Égypte depuis 1952, l'arrivée au pouvoir de Nasser, et donc un pouvoir tenu par l'armée. À la différence que l'armée, cette fois, prend une place beaucoup plus grande dans le politique. Et maintenant, on le voit dans l'économie. Et ça suscite de plus en plus de crispation au sein de la population, cette prise de pouvoir de l'armée. C'est dangereux aussi pour elle,
parce qu'elle s'expose en tant qu'institution. Elle est toujours restée dans l'esprit des Égyptiens comme la gardienne de la nation et voilà, de la stabilité. Là, elle prend quand même des risques en se mettant beaucoup plus en vue au niveau politique et économique. Vous diriez qu'elle est exposée aujourd'hui? Elle s'expose, oui, parce qu'elle a un rôle clairement politique. D'ailleurs, la réforme de la Constitution lui confère ce statut de gardienne de la démocratie, ce qui veut dire que va faire l'armée si un nouveau candidat qu'elle n'aime pas se présente et gagne à une élection, par exemple en 2024 face à Sisi. On parlait des hommes forts, j'aimerais vous citer cette phrase. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions. C'est ce que disait Barack Obama le 11 juillet 2009 au Ghana, avant de quitter le pouvoir. Est-ce que l'Égypte est un contre-modèle ? Non, parce que beaucoup de révolutionnaires, justement, aujourd'hui, critiquent cette vision de dire l'Égypte ne peut s'accommoder que d'un homme fort, l'Égypte n'est pas prête pour la démocratie. Ils trouvent ça très insultant, en fait, de dire vous n'êtes pas prêt pour les libertés, vous ne savez pas exercer la démocratie. Parce qu'ils disent on ne nous a jamais laissé exercer cette démocratie, avoir des vrais partis politiques, une vraie société, des unions syndicales fortes. Donc oui, si les gouvernants en Égypte laissaient les institutions, partis politiques, syndicats, etc. se développer, peut-être qu'il y aurait la possibilité d'une vraie démocratie en Égypte, ce qui n'a pas encore été le cas, ou en tout cas pour des périodes très courtes après 2011. Cette question qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, signée Richard Guetta. Il se demande pourquoi la chute brutale des frères musulmans n'a-t-elle pas ému la communauté internationale? Il y avait quand même une mobilisation et notamment ça a créé des frictions entre Obama et Sisi. Et les rapports n'étaient pas bons parce que ça a été les États-Unis comme l'Union européenne qui avaient engagé une négociation entre les frères et l'armée. Qui a échoué. Des deux côtés, il y a eu des refus de négocier. Il y a quand même eu, pendant plusieurs mois, un froid avec le président Sisi. Et on dit qu'il y a eu beaucoup de lobbying aux États-Unis qui a été fait pour un peu rabibocher les nouvelles autorités avec la communauté internationale. Après, c'est sûr, la communauté internationale s'en est très vite accommodée. Bon, il y avait le soutien de la population égyptienne qui était assez marqué. Et c'est aussi, voilà, c'est un retour à la stabilité. C'est des acteurs qu'on connaît. On voit revenir les mêmes têtes, les gens avec qui on a travaillé pendant des années. Et le président Sisi promet de ramener stabilité et lutte antiterroriste, qui sont quand même les préoccupations principales de la communauté internationale, notamment de l'Europe qui est face au terrorisme et à l'afflux de migrants qui viennent d'Afrique. Cette question de Patricio Muzanga à Kinshasa en RDC, il se pose cette question, la communauté internationale doit-elle collaborer avec les dictateurs au nom de l'antiterrorisme ? Doit-elle? Alors, c'est un peu le choix des États, mais on voit bien que c'est le cas. Et que les intérêts, justement, de la lutte antiterroriste, et notamment, on voit aujourd'hui que ce soit au Sahel ou en Égypte, le Sinaï, la France, si on prend l'exemple de la France, mais la lutte antiterroriste et aussi la lutte contre l'immigration clandestine comme priorité. Et donc l'Égypte... D'une certaine manière, on préfère faire l'impasse sur la démocratie pour mieux favoriser la sécurité ? Oui, la France, comme les autres pays, mettent en avant leurs propres intérêts d'abord. Et je pense qu'il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas changer non plus le cours d'un État, en fait. Ils se rendent bien compte de leur marge de manœuvre assez limitée, finalement, face à ces acteurs. Cette question de Ben Gradi au Congo-Brazzaville, quelle est l'influence du président Al-Sisi sur la situation libyenne ? Très forte. La Libye, c'est un enjeu important pour l'Égypte, c'est un enjeu de sécurité nationale. Il y a une frontière de plus de 1000 km avec des possibles infiltrations djihadistes. On avait vu un début, quelques actes, des actes djihadistes dans le désert libyque, qui est donc à la frontière avec la Libye. Donc l'Égypte a cette crainte d'un débordement et de déstabilisation par la Libye. D'où l'implication du président Al-Sisi en faveur de Khalifa Haftar. Voilà, de Khalifa Haftar. C'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui... Vous dire qu'ils ont le même profil. Oui, enfin, c'est un militaire qui se présente en homme fort, qui veut rétablir à peu près le même type de stabilité anti-islamiste, même si on sait qu'il y a quelques groupes salafistes qui dans ses forces.
Et donc il est sur le même axe qu'on observe aujourd'hui. Ils Égypte. partagent la même vision en tout cas. Même vision régionale avec Égypte, Arabie Saoudite, Émirats. Donc c'est leur acteur en Libye. On a parlé de la situation en Libye. Qu'en est-il du Soudan ? Alors le Soudan, ça a été un peu plus complexe parce qu'on connaît les rapports un peu compliqués entre l'Égypte et Béchir, notamment Al-Sisi qui donc lance une lutte antiterroriste et El-Béchir qui quand même est issu d'un pouvoir qui est proche des frères musulmans. Et là aussi on retrouve un peu les mêmes profils des militaires. Voilà, sauf qu'au Soudan, c'est un peu différent. C'est que l'armée et les islamistes, c'est deux forces qui peuvent se superposer. En Égypte, c'est pas le cas. Mais disons que Sisi, il a fait du Nil, de la question des eaux du Nil, une priorité, parce que c'est une priorité de sécurité nationale. Il y a un risque pour l'Égypte, avec le barrage Renaissance en Éthiopie, de ne plus avoir assez d'eau. Donc il s'est rapproché de Béchir. Et on voyait Béchir à toutes les manifestations internationales à la droite de Sisi. Il y avait quand même des frictions, c'était pas un partenaire facile, donc il l'a soutenu jusqu'au bout. Il l'a même invité en début d'année, quand il était menacé par le soulèvement, pour lui réitérer son soutien. Mais quand il a vu que c'était plus tenable, que c'était pas jouable de réussir à maintenir Béchir, il s'est tout de suite rallié au Conseil militaire de transition qui est un acteur similaire qui va assurer la stabilité, l'armée. Et voilà, Sisi répète toujours, nous sommes pour la stabilité du Soudan, parce que la crainte pour l'Égypte, c'est la déstabilisation, en effet boule de neige, de l'Égypte à cause du Soudan. Merci Hélène Salon d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste du